J'ai maintenant le plaisir de convier Monsieur Jean-Marc Leroy, président de l'Association française du gaz, à venir sur scène. Sujet d'actualité s'il en est, comment transformer la société, engager et fédérer les territoires autour des enjeux de transformation du gaz. Bonjour et bienvenue Jean-Marc. Bonjour, bonjour à tous. Alors, lorsque j'étais tout jeune, j'étais fasciné par les histoires de pirates. Et j'avais une question qui me revenait toujours, c'est quand même, ils avaient tous un bandeau sur l'œil. Et pourquoi les pirates avaient tous un bandeau sur l'œil? La réponse, elle m'a été donnée quand j'étais gamin. C'est tout simplement parce qu'ils avaient à passer successivement du pont, lors des abordages, à la cale. Et en ayant un cache-œil, ça leur permettait d'avoir un œil habitué à la lumière et l'autre à l'obscurité. Donc quand ils passaient dans la cale, ils déplaçaient simplement leur cache-œil et ils avaient un avantage stratégique sur les autres. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Vous pouvez légitimement vous poser la question. C'est pas simplement parce que sur notre planète, le nombre de démocraties recule jour après jour. C'est tout simplement parce que la crise de l'énergie que nous vivons nous a fait brusquement passer du côté du soleil à la lumière. Et il y a quelque chose qui me frappe, et je félicite les organisateurs de cette réunion, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu tous les intervenants qui avaient le bandeau sur le bon œil. Bravo, bravo à eux. Mais malheureusement, c'est pas la règle générale. Je vois de temps en temps, je suis amené à croiser des gens soit qui n'ont pas de bandeau, soit qui l'ont mis du mauvais côté. J'ai parlé de la crise, je devrais dire les crises, parce qu'en fait, on en a vécu deux successivement. La première, c'était à l'automne passé, et je l'appelais la première crise du net zéro. La première crise, donc, d'un mouvement vers la neutralité carbone. Neutralité carbone, juste rappeler un chiffre. Ce qu'il faut, c'est d'ici 2050 et les années au-delà pour quelques pays, convertir l'économie mondiale. L'économie mondiale, c'est 100 trillions de dollars. Il faut la convertir à la neutralité carbone. D'ici là, d'ici 2050, ces 100 trillions seront devenus 180. Et cette économie, elle dépend aujourd'hui, directement ou indirectement, à 80% des fossiles. Et quand je dis directement ou indirectement, c'est par exemple parce qu'une voiture électrique, aujourd'hui, il y a 20% de plastique dedans, et il va falloir aussi trouver une solution pour se débarrasser de ces plastiques. Donc cette transition écologique, c'est une absolue nécessité. Mais ce chiffre-là, simplement pour rappeler que le chemin ne sera pas pavé de pétales de rose. C'est ce que cette première crise était venue nous rappeler, mais elle nous a rappelé aussi quelques fondamentaux du monde de l'énergie. Je voudrais revenir rapidement. Premier fondamental, c'est que cette transformation énergétique fera de l'énergie un bien plus rare et donc plus cher. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, suffisant pour commencer à se préoccuper des questions de sobriété. Le deuxième, c'est que l'énergie, c'est un monde de long terme. Ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin. Et que seule une vision de long terme est capable d'assurer un équilibre entre offre et demande. Qu'est-ce qu'on a vu avec le Covid ? On a vu pendant la crise Covid, des maintenances décalées. On a parlé du nucléaire ce matin. Des maintenances décalées, des investissements repoussés. Et puis tout d'un coup, lorsque le Covid s'est un peu desserré, une relance extraordinaire, donc une demande complètement accrue, en Asie du Sud-Est notamment. Et tout ça a eu un effet immédiat sur les prix. Ça a une flambée des prix qui a affecté toutes les économies. Et j'allais dire que l'Europe en a été particulièrement touchée, car on s'était un peu laissé griser en Europe par la tendance baissière ces dernières années du monde de l'énergie et des prix de court terme. La notion de contrat long terme s'était vue comme quelque chose de complètement dépassé, nuisible à l'ouverture des marchés, à la compétitivité de ceux-ci. On avait même réussi à indexer, l'Europe avait poussé à indexer les contrats de long terme sur du court terme. Alors évidemment, quand ça baisse, on est dans un cercle complètement vertueux. Mais quand les prix montent, la règle, elle est simple, plus c'est cher, plus c'est cher. De plus, et ça il ne faut pas l'oublier, on a eu une formidable opération de destruction de l'offre à travers l'Europe. D'ici 2035, c'est plus de l'équivalent de 70 tranches nucléaires
en puissance qui vont être retirées du marché. Et la plupart de ces capacités, ou une partie de ces capacités assez importantes, étaient pilotables et assuraient la fameuse flexibilité dont on a parlé jusqu'à présent. C'était d'ailleurs fascinant de voir tout un tas d'études. Tous les pays faisaient des études. Les bilans énergétiques bouclaient pas et on disait on va finalement boucler en important. Et malheureusement, je n'ai jamais trouvé le mystérieux et merveilleux pays qui allait exporter. Troisième fondamental, c'est qu'on consomme et qu'on consommera durablement plus d'énergie en hiver qu'en été. Et que par conséquent, la notion de flexibilité saisonnière, elle est essentielle. Et comme on l'a rappelé ce matin, il y a qu'une seule manière, de stocker l'énergie de façon massive pour faire face à des besoins saisonniers. Et cette seule manière, c'est utiliser des molécules. Ça peut être des molécules d'eau, mais ça peut être aussi des molécules de gaz. Et bien sûr, l'hydrogène est un gaz, rappelons-le également. Face à cette première crise, on a eu cette seconde crise déclenchée par l'agression russe sur l'Ukraine le 24 février dernier et qui a mis en lumière un certain nombre de faiblesses du système énergétique européen, évidemment dans le domaine du gaz, mais aussi dans le domaine du pétrole, mais aussi dans d'autres domaines, secteur alimentaire ou matières premières. Et cette crise russo-ukrainienne, elle marque évidemment l'urgence d'assurer et de renforcer notre souveraineté dans le domaine de l'énergie. On pouvait espérer qu'après la première crise, c'était un moment et qu'on reviendrait au business as usual vers cette transition énergétique. Il n'y aura pas de retour en arrière après la crise russe. Le monde de demain sera totalement différent et nous devons nous y préparer. Et j'allais dire que la base de la stratégie, ça peut pas simplement être la chance d'un hiver chaud, la chance de. L'inquiétude n'est pas non plus un levier d'action. La prudence, oui. Et nous devons nous préparer à affronter, dans une vision complètement holistique, la situation qui va être la nôtre. Pour ça, pour moi, le plan d'action est très simple. Première action, efficacité énergétique et sobriété. Comme je le disais, l'effet prix était suffisant, mais là, la situation renforce encore cette exigence. Et il faut que nous recherchions collectivement tous les moyens pour améliorer l'efficacité de nos usages de l'énergie, mais aussi que nous réfléchissions à nos comportements quotidiens pour diminuer notre consommation d'énergie. L'État a fixé un cap à moins 10% à long terme. C'est ambitieux, mais je suis convaincu qu'on peut l'atteindre. Il faut que l'on opte pour une sobriété choisie plutôt que pour une sobriété subie. L'autre action qu'on doit mener, et ça a été évoqué également ce matin, c'est l'accélération, une triple accélération. Accélération dans le déploiement du programme électronucléaire français, trop longtemps repoussé. Même s'il ne constituera pas l'alpha et l'oméga de la politique énergétique française, ça sera indéniablement un des piliers. Il faut qu'on accélère dans le développement des énergies renouvelables électriques, en améliorant leur appropriation, comme ça a été dit tout à l'heure, par l'ensemble des parties prenantes, et enfin, accélérer le déploiement des sources de gaz décarbonés. Ce gaz du futur, il peut être produit soit à partir de déchets agricoles, par la méthanisation, qui est de tous les renouvelables, d'ailleurs aujourd'hui le seul qui dépasse ses objectifs. Il peut également être produit dans une démarche d'économie circulaire, éco-responsable, et également productrice de valeur ajoutée locale, à partir de nos différents déchets. On en a eu deux excellentes illustrations tout à l'heure. Et ce, sans conflit majeur avec d'autres usages. Il peut être également produit à partir de CO2 fatal. Ces procédés, pyrogazéification, gazéification hydrothermale, qui peut être un excellent complément à ce que vous avez fait au niveau de la mairie de Toulouse sur les steppes, puisque cette gazéification hydrothermale permet d'extraire le contenu énergétique des digestats de manière beaucoup plus efficace que quand on les brûle, et par ailleurs, il va être bientôt interdit de les enfouir. Donc cette gazéification hydrothermale permet d'améliorer encore le rendement énergétique et cette boucle d'économie circulaire. Et également, bien sûr, comme ça a été vu ce matin, la méthanation. Tous ces procédés sont matures. Ce sont des technologies qui sont connues. Et le potentiel de tous ces nouveaux gaz est plus que largement suffisant pour couvrir en 2050 l'ensemble de nos consommations gazières
qui auront été réduites d'à peu près un quart ou un tiers par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et si on accélère leur développement dès maintenant, et les conditions économiques le permettent, on peut, en 2030, avoir près de 20% de gaz renouvelable dans nos réseaux, en sachant que le gaz russe en 2019 représentait 17%. Et je rappelle que l'hydrogène vert est un gaz vert. Donc cette réussite de la transition énergétique, c'est la leçon que je retiens de ce matin. J'en étais convaincu avant, j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. Il faut que, tous ensemble, on travaille pour réunir nos solutions. Il n'y aura pas une solution magique. La réussite de la transition énergétique sûre, compétitive et appropriée par nos concitoyens, ça passe par toute une palette de solutions dont on a vu l'essentiel aujourd'hui. Et bien sûr, au sein de l'AFG, nous sommes déterminés à casser les silos et à travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour faire émerger l'ensemble de ces solutions dans une vision pragmatique et non dogmatique. Merci beaucoup.